Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale sur l'une des figures de la révolution algérienne, un homme emblématique qui aura marqué l'histoire de l'Algérie, surtout de sa révolution. Entouré de secrets, emblématique figure des renseignements algériens, Abdelhafid Bossof aura marqué les étapes de la révolution algérienne du début jusqu'à la fin. Très jeune, natif de Mila, il quittera Mila pour embrasser la cause algérienne. Mais cela, nous allons le découvrir tout au long de cette émission consacrée aux fondateurs des renseignements algériens. Pour nous accompagner dans cette soirée, d'abord une figure de la ville de Mila, M. Abdelmalek Boulmerqa, viendra témoigner. Il fut, le 5 juillet 62, il fut l'un des premiers à porter le drapeau sur la mairie de Mila. Il nous parlera de sa découverte de cet homme qui reste une des figures de la révolution, Abdelhafid Bossof. Également, M. Bellossif Abdelhamid, qui est un cadre à la retraite et qui est amoureux de Mila, mais aussi qui est passionné par l'histoire. Et il viendra témoigner de tout ce qui aura entouré l'histoire de Bossof. Ensuite, puisque l'histoire est là, l'histoire doit être écrite, filmée. Abdelbaki Slaï a produit un documentaire sur cet homme. Ça doit être difficile puisqu'il n'a laissé aucune mémoire, mais il existe un documentaire qu'il aura filmé pour essayer de faire connaître cet homme. Alors avant de débuter, de commencer le débat, on va d'abord planter le décor avec ce portrait. Abdelhafid Bossof, dit Simbrock, né le 17 août 1926 à Mila, où il a fait ses études primaires avant de rejoindre Constantine. Il a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien PPA, côtoyant les grandes figures de la révolution, à l'image de Rabih Bitat, Khadr Ben Taubel, Mohamed Boudiaf et l'Arbi Ben Mehdi, avec lesquels il adhère à l'organisation spéciale, l'OS. Ensuite au comité révolutionnaire d'unité et d'action. Et enfin, il a assisté à la réunion historique des 22 qui déclenchera la révolution de novembre 1954. Il est nommé adjoint de Ben Mehdi dans la Wilaya 5, chargé de la région de Tlemcen. Il devient membre du Conseil national de la Révolution après le congrès de la Sommam, puis il est promu colonel et chef de la Wilaya 5 en remplacement de l'Arbi Ben Mehdi. Simbrock est le précurseur du réseau de transmission et de renseignement à l'ouest du pays, ensuite dans le reste des wilayas. En 1958, il est nommé ministre de l'Armement et des Liaisons générales et des Communications, MALG, dans le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPARA. Pour avoir formé les premiers cadres des services de renseignement algériens, Simbrock aura le mérite de mettre en place une organisation sans faille, lui valant le surnom de l'homme de la virgule. À l'indépendance, il se retire de la scène politique jusqu'à son décès le 31 décembre 1980. Acteur prépondérant dans toutes les étapes de la révolution algérienne, Simbrock reste une figure emblématique mais néanmoins énigmatique. Voilà, donc Abdelhafid Bossof dit Simbrock, on va dire légendaire, mais peu connu, même si c'est l'une des figures de la révolution algérienne, notamment par son rôle dans l'armement de l'armée algérienne, puisqu'il aura joué un rôle prépondérant dans la fourniture des armes, dans la fabrication, mais aussi dans la création des liaisons, parce que le renseignement était important, surtout à une époque où l'information valait son pesant d'or et était difficile à faire circuler, et surtout le secret qui l'entourait. Et donc, Abdelhafid Bossof était l'artisan de ce réseau de liaisons qui aura permis à la révolution algérienne d'avoir son indépendance. Et je pense que tout au long de cette émission, on va essayer de découvrir la personnalité de Abdelhafid Bossof d'Issi Mabrouk. Alors, Monsieur Boulmerqa, vous êtes peut-être le doyen de ce plateau. Donc, d'abord, si on doit dire quelques mots de Abdelhafid Bossof, Issi Mabrouk, qu'est-ce qu'on peut dire de lui d'abord au sein de Mila? Abdelhafid Bossof, il est né en 1926. Il a commencé d'abord à l'école coranique de Al-Markaz. D'ailleurs, tous les Mileviens de la vieille ville, ils fréquentaient l'école coranique de Markaz. Puis,
il a fréquenté l'école primaire française de la vieille ville. Pendant cette période, il n'y avait qu'une seule classe primaire qui enseignait le français dans la vieille ville. Après avoir effectué la première année en langue française dans la vieille ville, il a repris ses études à l'école de garçons de Milan. L'école de garçons de Milan qui se situe actuellement en face de la radio algérienne. En parlant de radio. Voilà. Radio algérienne. Il est resté, il a fréquenté cette école jusqu'à ce qu'il obtienne le certificat d'études primaires en 1943. Entre-temps, Abdelhafid se distinguait parmi ses camarades. Il était très curieux. Il voulait tout savoir. Il voulait tout savoir. Rien ne peut l'empêcher de ne pas connaître le composant de la chose. Jusqu'en 1943, lorsqu'il avait obtenu son certificat d'études, il a commencé à fréquenter le PPA dans le temps. Alors déjà très jeune, il a commencé à fréquenter le PPA. Et ce qui l'a marqué, c'est surtout les événements du 8 mai 1945. Pendant les événements du 8 mai 1945, avec le shahid Bourdoul Slimane, ils ont déchiré le drapeau français. Et de là, Abdelhafid s'est fait remarquer par le gendarme Bordas. Et Abdelhafid, qui est natif d'une famille modeste, très modeste même, très modeste pauvre, même, voilà, on va très dire même modeste pauvre. Même, il essayait par tous les moyens d'aider son père. Son père, il avait dans le temps trois frères et 2 ou 3 sœurs. Malgré ça, Bordas le harcelait constamment. Alors Abdelhafid, il vendait les journaux, il bricolait, comme tous les jeunes. Il essayait de gagner sa vie au quotidien, chose qui était très difficile à l'époque. C'est difficile, que ce soit pour un jeune ou pour un adulte, c'est difficile de gagner sa vie. Alors Abdelhafid, avec le harcèlement de Bordas, il quitta Milan pour aller s'installer à Constantine, où il devient ouvrier chez un Français qui faisait le dégraissage dans la rue de Aouin Selfoul, l'avenue d'Yvon Haute actuellement. Alors, il faut dire que Constantine, c'est une grande étape dans la vie de Bossov. En quittant Milan, il avait fréquenté à l'époque les anciens du MTLD, du PPA. Du PPA dans le temps. Entre autres, il y avait Bossov, il y avait Bentobal, il y avait Giroud Youssef, il y avait Belrjem, il y avait Lil Ouati, il y avait facilement une vingtaine ou une trentaine de militants de Milan. Et en se rendant à Constantine, il a fréquenté de nouveau, puisqu'il vivait dans le milieu. C'était c'était un milieu du mouvement national. C'est un milieu de nationalistes. Et surtout là où il a commencé à travailler, comme on appelait dans le temps, le route Bienvenue. Et les habitants de Milan, lorsqu'ils se rendaient à Constantine, le point de chute, c'est route Bienvenue. Actuellement, l'avenue Kitouni. L'avenue Kitouni. Et là, c'est Abdelhafid, il a rencontré Bétat, il a rencontré Hbechi, il a rencontré Bodiev, il a rencontré pas mal de militants. Et là, il s'est reformé avec d'autres idées, d'autres militants. Et il est resté à Constantine jusqu'à 1952. Exactement. Lorsque le parti a été découvert à Tbessa et que Abdelhafid avec Hbechi, il pensait être recherché. Par contre, c'est Abdallah Ben Tobal, Giroud Youssef, Bétat, ils étaient recherchés et ils se sont réfugiés à Amala, près de Grarem, chez Bousmina.
Mais leur alimentation, le parti ne pouvait pas les alimenter. Le parti, pendant cette période, avec l'arrestation de tous les militants, il n'avait pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins de ces militants recherchés. Par contre, ces militants, ils étaient alimentés par les militants de Milan. Abd al-Hafid, avec Hebbachi et Bitat, ils se sont rendus chez Ben Tabbal, croyant qu'ils sont recherchés par la police française. Ils sont restés quelque temps, mais après ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas recherchés et par ne pas subvenir à leurs besoins, ils se sont retournés à Constantine. Là, Abd al-Hafid commençait, il restait à activer, que ce soit à Constantine ou même à Milan. Il faisait des réunions avec les militants de Constantine et les militants de Milan à Milan. Dans le temps, donc il faisait incessamment le va-et-vient entre Milan et Constantine. Et la première, les réunions des militants dans le temps, il n'y avait pas de siège. Ils se réunissaient dans les jardins. Dans les jardins, un peu partout. Dans les jardins, et surtout, en plein air. Dans le secret. C'est surtout dans le secret. Dans le secret absolu. Mais des fois, ils se réunissent chez Ben Defous, c'était un ancien militant, tailleur de profession. D'ailleurs, il est tombé shahid pendant la Révolution. Chez moi, il y a encore chez Kara Zoubir. Kara Zoubir, un ancien militant, ils se réunissent dans son local. Mais la plupart du temps, ils se réunissaient dans les jardins de Milan, et secrètement. Mais l'ambiance à Milan, l'ambiance militante, malgré qu'ils pensaient travailler en secret, mais toute la population musulmane, algérienne, ils les connaissaient. Excellent. Hada Pépia. Malgré qu'ils ont pris encore ça, les amis du manifeste, mais ils continuent toujours à être appelés de Pépia. L'appellation, c'est Pépia. C'était quelqu'un qui connaissait quand même Mila et qui était respecté aussi, il faut le dire, parce que Bossof, c'est quelqu'un qui avait une grosse personnalité, une grande... Dans le temps, Bossof, ce n'est pas le Bossof riche. Parce qu'ici à Mila, il faut faire la différence. Il y a les Bossof riches et les Bossof riches et les Bossof, si on peut dire, pauvres, mais moins pauvres. Voilà, modestes. Modestes. Abd al-Hafid, il fait partie de la partie modeste. Modeste. D'ailleurs, son père, malgré le manque de moyens, il avait une certaine allure, une certaine aisance, un certain respect. Un charisme. Un charisme. Lorsqu'on le voit, je le vois toujours dans mes yeux, on lui doit le respect. Malgré qu'il est pauvre, mais il est toujours bien habillé, bien propre, tiré à 4 épingles. D'ailleurs, on l'appelait Sidi Khlil. On l'appelait Sidi Khlil, mais où Khlil? C'est par respect. Par respect, Sidi Khlil. Que ce soit le jeune ou le moins jeune, on l'appelait Sidi Khlil. Alors je disais que Abd al-Hafid, il est resté à Constantine, puis il a été affecté comme inspecteur, comme contrôleur à Skikda pendant 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans de ça. Puis, puisqu'il était inconnu des services de renseignement, des services français, il a été affecté par le parti dans la région de Tlemcen, avec, comme adjoint avec l'Arbi Ben Mhidi. Là, c'est là où il a pris le surnom de Simbrouk. Avant qu'il aille à Oran, on l'appelait Abd al-Hafid. Mais c'est là-bas qu'il est devenu Simbrouk. C'est là-bas qu'ils lui ont donné le mot de Simbrouk. C'est vrai que pour nous, on dit que Simbrouk, c'est Mabrouk. Mabrouk Alik, c'est quelqu'un qui vient de nouveau, qui vient renforcer les rangs du parti. Et là, il a fréquenté Ibn Allah, il a fréquenté Ibn Billah, il a fréquenté... C'est là qu'il a évolué. Chaque fois, ce qui rend à Abd al-Hafid cette intelligence d'analyse, c'est la fréquentation de divers responsables. Pour Abd al-Hafid, en conclusion, voilà. Ce qu'il a fait Abd al-Hafid à la Révolution, il n'y a aucun responsable
je dis bien aucun responsable, il n'a offert une organisation sur un plateau à l'Algérie, que ce soit l'Algérie pendant la guerre et l'Algérie après la guerre. Là, c'est vrai que Mabrouk, Abdelhafid Boussouf est quelqu'un qui aura mis une organisation sans faille en matière de renseignement, de liaison, de communication. Et ça, c'est très important. C'est l'une des réussites, peut-être. Voilà. Là, là, c'est un témoignage de quelqu'un qui aura vécu la révolution depuis votre jeune âge, et puis surtout que cette figure emblématique. D'ailleurs, Abdelhafid, rien ne lui paraît impossible. Pendant la réunion des 22, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont posé la question où on va avoir les armes. Il leur a dit, c'est simple. Il prend la chose comme ça à la légère. C'est simple. Mais où on va trouver mais chez l'ennemi. Il faut chercher l'armement chez l'ennemi. Ce qui paraît insurmontable, lui, il facilitait tout. Et c'est peut-être l'une des forces de cet homme qui aura, je ne sais pas, mais effectivement, il a pris les armes. Effectivement, pendant la Révolution, on a vécu la Révolution. Au départ, on avait des armes étrangères. Mais par la suite, nos armes ont été récupérées par l'armée française et nous, on s'est réarmés avec de l'armement français. Voilà. Donc qui c'est qui dit en 1954, Abdelhafid qui dit, vous cherchez l'armement, il faut aller on le cherche chez l'ennemi. Et c'est vrai, c'est la seule chose. D'ailleurs, nous, pendant la Révolution, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arme. Et il veut une arme. Et on n'a pas d'arme. Et il n'y avait pas voilà le goudron, il faut aller au goudron pour chercher l'arme. Tu cherches l'arme ou tu meurs. C'est la solution là, pour nous. Pour convaincre le moudjahid, pour le convaincre de prendre les armes, il faut aller chercher. Il faut aller chercher l'arme, c'est tout, là où se trouve. Si Abdelhamid Ben Lossef, donc vous êtes un natif de Milan, donc quelqu'un qui doit connaître et qui doit probablement avoir eu la curiosité d'aller rechercher des traits de personnalité de cet homme qui est Abdelhafid Boussouf, qui aura marqué d'abord la Révolution, non pas, on va dire, par des décisions, mais aussi par tout ce qu'il a créé comme réseau de liaison, de communication, et surtout l'armement. Comme parlait M. Boulmerka, l'armement était essentiel, mais lui a toujours surpassé cet obstacle d'aller vers là où se trouvaient les armes, je pense. Merci de nous avoir réunis autour de ce plateau. Pour commencer, moi j'étais impressionné par ce grand monsieur qui a servi non seulement la Révolution, mais qui nous a laissé un bon exemple. Lequel Abdelhafid Boussouf, c'est une personnalité énigmatique. Seulement, c'est le bonhomme qui a su comment garder, c'est-à-dire le secret, comment il a su avancer, comment il a su, c'est-à-dire interpréter ce que les autres disent. Lui, il ne parle pas assez. D'après mes recherches avec les anciens moudjahids, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé, ils disent que Abdelhafid Boussouf ne parle pas assez. Mais quand il commence à travailler, il travaille durement. Il est efficace. Seulement, quand il a un projet, il finalise ce projet, et d'une manière positive, il a toujours réussi. Comme il a souligné M. Boulmerka, c'est le bonhomme qui est doté d'une intelligence et d'une perspicacité hors du commun. Donc, avec ceux qui l'ont côtoyé, moi j'ai essayé de l'approcher historiquement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez découvert j'ai essayé d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire, bon, bien sûr qu'il a passé son école primaire à Milan. Là, la biographie, bon, on la connaît un peu, on peut la trouver. Mais beaucoup plus, parce que si on est là, c'est pour lui rendre hommage aussi. Voilà. C'est pour lui rendre hommage à ce grand monsieur.
Moi, ce grand monsieur, sincèrement, je suis impressionné par tout ce qu'il a fait, notamment parce que quand il a créé les services, ses agents, il les a envoyés à la KGB quand même, se former. Et pendant la Révolution, envoyer des agents, il a su comment sélectionner ces agents. C'est-à-dire, on dit qu'il avait une qualité, il avait un don de détecter les bons cadres, les bons éléments et de les trouver, de détecter rapidement. Ça, c'est une qualité d'homme, de leader. La preuve, ils ont réussi. Eh oui. Alors, on les appelait les Bossov Boys, les enfants de Bossov. Voilà. Et ils ont comme le tapis rouge, leur code. C'est-à-dire, c'est le tapis rouge. Bon. Vous et moi, on est agents de M. Bossov, mais pour se reconnaître, on dit, moi je dis tapis et toi tu dis rouge. Ça c'était le code, voilà. Ce qui est entre le passage entre, c'est-à-dire c'est des agents de M. Bossov. M. Bossov ne s'est pas arrêté ici, parce qu'il a vu que la révolution, sans la transmission, elle ne peut pas réussir, elle ne peut pas aller loin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé ce réseau, le réseau de la transmission, qui est un point essentiel pour avancer. Ça, c'est un point. Il faut dire que le renseignement fait partie intégrante du combat. Parce que sans renseignement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se défendre et on ne peut pas aller loin. Mais Abdelhafed Bossov, c'est Mabrouk. Alors, mais sinon, bon, il a créé ce réseau, mais aussi, il l'a laissé perpétuer et évoluer en silence, dans le plus grand secret. Lui, on a dit, c'est un homme qui travaille dans la confidence totale. C'est le bonhomme, des fois, il agit tout seul. Pourquoi il agit tout seul? Parce que quand il agit tout seul, il va droit au but. Donc, il a beaucoup plus de chances de réussir. Malgré qu'il a toujours réussi. Mais il a beaucoup plus de chances d'avancer, de réussir. Et il ne s'est pas arrêté là. Donc il a jugé que la révolution, sans armement... Oui. En plus, il a été dans le gouvernement algérien. Il a créé... Il a été le ministre de l'armement. Ça, c'est important. Il était ministre dans le GPRA, bien sûr. Mais il a jugé que sans l'armement aussi, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé 5 unités où l'on construit de l'armement. Et c'est-à-dire qu'on englobe entre 250 et 300 personnes, entre ouvriers et tout ça. Ces ouvriers ne sortent même pas. C'est-à-dire qu'ils sortent la nuit. Pour prendre de l'air. Exactement, pour prendre de l'air, etc. Et parmi ces cadres, ces constructeurs d'armes, etc., il y avait des étrangers. Il faut les citer aussi. L'Algérie doit honorer les étrangers qui ont servi la Révolution. Il y a des Argentins, il semble, des Anglais. Ils sont venus d'un peu partout, mais c'est lui qui les a recrutés. Bien sûr que c'est lui. Là, on a parlé tout à l'heure de la sélection, comment il se fait. Lui, il enquête discrètement sur quelqu'un quand il veut le recruter. Donc, et à partir de ça, Bossov a commencé à produire de l'armement. Bon, il a eu quelques difficultés avec les 2 lignes dont on a parlé tout à l'heure, la ligne Maurice, la ligne Charles, etc. Mais il a pu aussi infiltrer les services aussi, les services étrangers. Et c'est ça, c'est-à-dire, comme on dit... sa plus grande réussite, c'est d'avoir eu un service de renseignement fiable. À qui il fait confiance aussi, parce que c'est lui qui les a recrutés. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est les Bossov Boys, c'est-à-dire où ils sont fidèles à Abdelhafed, qui est vraiment une personnalité, comme je disais, c'est-à-dire dont je suis vraiment impressionné. Oui, c'est vrai que quand on regarde la biographie de Bossov, Abdelhafed, il revient, les surnoms, c'est Mabrouk, mais aussi l'homme de la virgule. Pourquoi la virgule? Parce qu'il est pointilleux. C'est quelqu'un qui va au détail et qui est strict et qui surveille tout. Et la ponctuation est très importante. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un
Bossof, il a su exploiter le potentiel humain des étudiants. Les étudiants algériens qui ont quitté les écoles. Il a su les exploiter. Et Abdelhafid, il savait qu'il a affaire à un potentiel humain intègre. Parce que l'Algérien, lorsqu'il avait quitté les rangs de l'école, il s'est sacrifié pour l'Algérie. Ce qui fait, dès le départ, Abdelhafid avait un atout. L'atout, c'est la confiance de l'individu, du jeune. Et il a offert aux jeunes ce que désirait ce jeune. Le jeune, lorsqu'il avait quitté les rangs les jeunes, c'est un souci d'émancipation, de liberté. C'est la liberté, c'est la guerre, c'est l'Algérie indépendante, c'est l'Algérie algérienne. Il a su exploiter cette soif et cette envie. Parce que d'abord, la première des choses, pour former un homme, il faut que cet homme ait confiance en lui-même. Et oui, bien sûr. Et le responsable, Abdelhafid, a su exploiter. Ou Abdelhafid, il écoutait les gens. Ce n'est pas le type qui s'imposait par la parole. Non. Il écoutait les gens, les gens ce qu'ils disaient. Et de là, il faisait l'analyse de la chose présentée par l'individu. Il sait mettre la personne à l'aise. Oui, il le laisse parler. Il le laisse parler, même s'il parlait à tort ou à travers. Mais Abdelhafid, il sait comment analyser, il sait comment voir et comment analyser la pensée de la personne qui est en face. C'est quelqu'un de très intelligent, très intelligent, c'est pour ça qu'il a laissé l'histoire. Non, mais allez, vous savez, quand on trouve un témoignage... On est au débat, voilà. Alors, juste, parce que là, nous avons quand même la chance d'avoir Abdelbaki qui est cinéaste et qui a fait un documentaire sur Abdelhafid Bossof. Bon, d'abord, pourquoi avoir choisi Abdelhafid, avant de parler du documentaire, pourquoi avoir choisi cette personnalité? Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Bon, effectivement, on a choisi ce film parce que c'est une nouvelle idée pour moi. Comme un cinéaste, il fallait choisir les idées, les nouvelles idées. C'est-à-dire, c'est comme tous les cinéastes. Il fallait pas travailler sur un thème, ça y est, étudier. Voilà, c'est vrai qu'il y a peu d'écrits sur Bossof. Voilà. Il y a peu de Bossof, il était la personne la plus critique, c'est-à-dire dans le temps. C'est vrai parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents d'abord, il n'y a pas beaucoup de renseignements. Même les gens, les cinéastes, ils ont... Tobbal, lorsqu'il avait écrit ses mémoires, c'est à cause du décès de Bossof. Lorsque Bossof est décédé, j'étais présent. On a perdu un pan de l'histoire. C'est vrai. Donc, ce qu'il avait, Abdelhafid, a disparu. Oui. Et là, c'est sur place qu'il a décidé d'écrire ses mémoires. Oui. Là, c'est un beau témoignage. Mais si on commence par le cinéma, c'est-à-dire ou bien la télévision, suffit cette œuvre, c'est-à-dire on l'a fait en 2012. Ce film était fait sûrement dans des conditions difficiles, le financement, l'archive, le témoignage, le traitement, c'est-à-dire comment faire ce traitement, comment aborder, comment approcher. Moi, je voulais savoir pourquoi avoir choisi cet homme et pas d'autres. Il y avait plusieurs. Pourquoi lui? Je te dis parce que c'est une nouvelle idée pour moi. Lorsqu'on fait un film sur Bossof, tout le monde va voir ce film. C'est ça. Et moi, j'ai toujours choisi les films par l'idée. C'est une idée et aussi la personnalité. Rare, une idée rare. Parce que c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, c'est vrai, parler de Bossof ou faire un documentaire, ça attire les gens. Malgré le fait que la rue, maintenant, connaît peu de choses sur Abdelhafid Bossof. Écoutons ces témoignages, regardons ce que le simple citoyen pense encore aujourd'hui d'Abdelhafid Bossof. نعتبروه مفخرة
مفخرة نون سولمون للجزائر ولكن للميلا برك ولكن الجزائر ككل. مفخرة له لكان خاطر انتم كما تعرفوا عبد الحفيظ بوصوف كان من الرجال الاوائل الرموز نتاع الثوره الجزائريه وثوره التحرير، ونعرفوا حكايته مع صناعه المخابرات وصناعه الرجال وجلب السلاح من الخارج. إذن هذه الشخصية الفذة لعبت دورا كبيرا في دعم الثورة الجزائرية بالسلاح وتعقب استعلامات العدو الفرنسي وجلب الأسلحة من الخارج والاتصالات مع كافة الأطراف التي ساعدت الثورة الجزائرية عسكريا واستخباراتيا. إذن هذه الشخصية اللي قلت راهي كان يلعب دور كبير في مد الثورة التحريرية وربما تأسيس جهاز المخابرات الجزائرية خلال الثورة، واللي يلعب دور كبير في الاتصال الخارجي وتسليح ثورة التحرير المباركة. وخاصة ونحن يعني نحتفي بالذكرى 67 لإنشاء الإذاعة السرية صوت الجزائر المكافحة، وهو أحد مؤسسيها رفقة زوغار ابن ولاية ميلا البطل الفذ. له الكثير لا يمكن حصرها في هذه الدقائق المعدودات، ولكن يمكننا القول أنه من أبناء الجزائر البررة الذين نتمنى ونرجو أن نكون ونقدم ولو القليل ممن قدموا لجزائرنا الجديدة بحول الله. طبعا عبد الحفيظ بوصوف رجل من رجالة الجزائر، عبقري الثورة التحريرية المباركة، ابن ولاية ميلا، يسمى بأب المخابرات الجزائرية أيضا. لابد اليوم نحن كمواطنين وكجيل جديد أن نقتدي بمثل هؤلاء الرجالات في مسيرة يعني مواصلة مسيرة البناء والتشييد. عبد الحفيظ بوصوف أحد الشخصيات الوطنية الثورية المعروفة الذي كان له يعني تاريخ مجيد، وكان أحد أبرز يعني من صنعوا الثورة الجزائرية. معروف كشخصية كتومة، شخصية يعني غامضة جدا، ربما كان يعرف بالصندوق الأسود للثورة الجزائرية. قدم الكثير للثورة الجزائرية، خاصة وأنه يعرف بأبو المخابرات الجزائرية، صانع هذا الجهاز المخابراتي. عرف يعني مساهمته الكثيرة في جلب السلاح خاصة يعني من الخارج. عرف بعبقريته، بذكائه، بدهائه السياسي. يعني كان أحد الذين يعني أيضا ساهموا بأفكارهم، بحيلهم، بدهائهم في إنجاح الثورة الجزائرية، وحتى ربما ساهم يعني في توصيل أو تبليغ الصوت الجزائري إلى الخارج. Voilà, moi je voulais que qu'est-ce que vous avez découvert? Moi je parle de la personnalité de l'homme. Non pas des faits, parce qu'après, à la fin de l'émission, on regardera un morceau de votre film documentaire. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez découvert sur l'homme? L'homme, c'est un homme, vraiment un homme très sensible, un homme élégant. Comme il a dit M. Amin Boulmarka, c'est un homme qui scie les gens, les gens qui travaillent avec lui. D'après le témoin de Abdelrahman Berrouane, Rabbi Rahmou, il était axial dans mon film. C'est-à-dire cette personne était si délicate, on peut écrire, on peut faire des films, beaucoup de films, sur le silence, le discret. Voilà. C'est le bruit du silence, si on peut s'exprimer comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu faire du bruit sans bruit. Sans parler. C'est lui qui a formé Boumediane, c'est lui qui a formé des gens du service de la sécurité. Du MALG, le MALG, c'est le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. La radio secrète. Oui, là, si on revient, c'est la radio, l'Algérie combattante, la voix de l'Algérie combattante, c'est lui. Et on vient juste de fêter le 16 décembre, on vient de fêter. Même Bossoff, c'est un visionnaire. Il a écrit, c'est-à-dire le cinéma a débuté avec M. Bossoff en 1947 jusqu'à 1949. C'est pas avec Chandralé et Gauthier, parce que la propagande a commencé
commencé avec Bossof et Ben Ramdan. C'est-à-dire lorsqu'on veut savoir, c'est-à-dire le secret de cette personnalité, de cette personne, on trouve que c'est énorme. C'est une grande personnalité dont on n'a pas encore fait part de toutes les facettes de son profil. Oui, c'est ça. Cet homme est... Mais il y a une remarque à faire aussi. Ce qui a fait son oubli, si j'ose dire, par la plupart de nos jeunes actuels, c'est beaucoup plus, je peux dire que c'est ça, c'est parce qu'il était très secret. C'est la cause essentielle de son oubli. Bah oui, il est mystérieux, c'est un homme mystérieux. Mystérieux, c'est ça. S'il avait laissé quelque chose d'écrit, s'il a osé au moins écrire, s'il s'est confié, même à une radio quelconque. Bon, il n'a rien laissé. Non. Nous n'avons, je crois, aucune interview, aucun témoignage, aucun... Si, à RTL, j'ai vu ça. Mais, c'est-à-dire, bon, on a pu accéder une fois et puis c'est parti. Mais elle n'a même pas 2 minutes. C'est rien. C'est rien par rapport à son élégance, comme il a dit mon frère, et son tenue, son caractère et tout ça. Le bonhomme, il mérite d'être même étudié psychanalytiquement. Qu'est-ce qu'il est, ce bonhomme? Parce que la révolution... C'est surtout l'influence qu'il a eue sur les cadres. Justement. Parce que là, il est important de revenir, parce que le Malk, c'est lui. Oui, c'est c'est le fondateur des services de renseignement algériens. C'est pour ça que peut-être, vous savez, les services de renseignement, c'est toujours dans le secret, c'est le mystère, on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi pour se prémunir, c'est le secret dans la liaison, dans le recueil et dans des renseignements, des informations. Donc c'est pour ça peut-être que... Oui, il mérite même d'être nommé Monsieur Secret. Il a détenu tous les secrets de la Révolution. D'ailleurs, après la Révolution, pendant l'indépendance, il s'est retiré de la scène politique. C'est ça. Et lorsqu'il avait un renseignement qui concerne l'Algérie, automatiquement, il le remettait au service de renseignement. Mais d'une façon discrète. Il est resté au service de son pays jusqu'à sa mort. Il est resté au service de son pays jusqu'à sa mort, jusqu'au 31 décembre 1980. C'est Abdelhafid. C'est un personnage énigmatique. Il faut pas. Il a des secrets. C'est un gouffre. Oui. C'est un gouffre de secrets. Voilà. Personne ne peut se rendre compte de ce qu'il a comme secret. Où il a caché ses secrets. Oh. D'ailleurs, même, c'est des anecdotes. Lorsqu'il avait un bureau à Tunis, le bureau était sur une estrade. Parce qu'il était brouillon. C'est Abdelhafid. Il était brouillon dans sa méthode. La paperasse, il l'a jeté un peu partout. Oh, c'était peut-être pour cacher aussi, attention. C'est une manière de ne pas juguler, oui. Alors, pour ceux qui viennent, le bureau, il est très élevé. Ouais. Le visiteur, il ne peut pas voir ce qu'il y a sur le bureau. C'était toujours une manière de... Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'exprès, il sûrement. C'est le personnage énigmatique, on ne peut pas le croire. Le plus proche c'est Ben Tabbal, le plus proche de Bosso, c'est Ben Tabbal. Et Ben Tabbal n'est pas arrivé à situer l'intelligence et le secret de Bosso. Il n'a pas pu le transpercer. Mais malgré qu'ils étaient de la même ville, qu'ils avaient fréquenté... c'est les compagnons de toute une vie, d'un combat... toute une vie. Mais au moins, le décès de Bossof a obligé Ben Tabbal à écrire. À écrire, à faire ses mémoires. Alors que dire, mais vous savez aussi, en tant qu'homme des renseignements, je pense que son statut ne lui permettait pas d'écrire ses mémoires et de dire ce qu'il faisait, peut-être. Il n'a pas, parce que... Mais c'est le grand point d'interrogation. Et pour Abdelhafid Bossof, c'est le plus grand point d'interrogation. Parce que Abdelhafid, il a su manipuler toute une jeunesse. C'est ça. Dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens. Oui, voilà, il faut dire manipuler dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Il a su tirer
peut-être, je dirais, la puissance et la force de cette jeune. La force vive de l'Algérie, il a su l'utiliser, que ce soit dans l'aviation, dans les écoles militaires, les scaphandriers. Il était présent dans il était présent partout. Tout ce qui lui vient à la tête, et certainement il se documente. Oui, ça devait être. Parce que d'ailleurs, on ne connaît pas, il y a des conseillers spécifiques pour Abdelhafid. C'est lui le conseiller. De lui-même. C'est lui-même le conseiller. Personne ne peut le conseiller. Là, c'est vrai que la démarche est indigène. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce que disait M. Moi, j'ai voulu rajouter une chose aussi concernant Abdelaziz, son frère. Parce que je l'ai connu par le biais de mon père qui était à Grenoble avec lui, puis Abdelaziz est rentré. Bon, on le fréquentait, spécialement pour lui soutirer quelques renseignements. Il est comme son frère. Comme son frère. Énigmatique et... La même chose. Et Abdelaziz, moi, je l'ai bien approché. C'est comme son frère, rien. C'est l'énigme totale. Donc là, quand on parle d'Abdelhafid Bossof en tant qu'homme d'État, homme des renseignements, homme qui aura dirigé, mais quel est son héritage? L'héritage, c'est l'indépendance de l'Algérie. Ce qu'il a laissé, pour l'Algérie, il a laissé un très grand service à l'Algérie. D'abord les transmissions. C'est important. Les transmissions depuis 1962, les transmissions françaises sont parties. Et les transmissions sont presque à l'arrêt, au niveau national. Les transmissions ont remplacé, les transmissions d'Abdelhafid ont remplacé les transmissions françaises. À travers toutes... C'est lui donc le créateur, de tout ce qui est communication et transmission. Les services, c'est important. C'est la radio également. Eh oui. La radio. Tout ce qui est communication, l'Algérie, en 1962, elle ne se sentait pas orpheline. Il y avait des remplaçants, malgré qu'il y ait un manque, mais plus ou moins, elle a pu démarrer. Mieux que l'administration de France. Et bien démarrer, parce qu'il a laissé quelque chose de très important. Parce que les Français, ils croyaient qu'en quittant l'Algérie, toutes les installations vont s'arrêter net. Au contraire, un simple manipulateur ou un simple plombier, si on veut dire, a pu faire marcher la RTA. Oui, ça c'est vrai, ça c'est pour rendre hommage aux pionniers de la télévision algérienne, mais aussi à tous ceux. Vous voulez dire qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Beaucoup plus, c'est l'indépendance. La preuve, on a nationalisé les mines et les hydrocarbures en l'espace de même pas 10 ans. Donc ça veut dire que... Et ça, grâce à un réseau extraordinaire. Justement. Pour lui, une fois 62, une fois l'indépendance a été acquise, il s'est retiré complètement, mais tout en restant au service, bien sûr, comme il a souligné. Dans l'ombre. Bien sûr. Mais pas au devant, c'est quelqu'un qui a été toujours dans l'ombre, comme il a su le faire tout. C'est ça. Alors là, l'importance d'écrire l'histoire à travers les films documentaires. Donc, on revient un peu sur votre film documentaire. Sur quoi vous vous êtes basé pour faire votre film? Parce qu'il y a très peu de renseignements sur Bossof. Oui, on a beaucoup plus sur... c'est-à-dire, on a la direction du Moujahidine. C'est-à-dire, on a des témoignages. On a un seul livre, c'est-à-dire un petit livre, c'est-à-dire un mini-livre. Presque rien. Une petite biographie, pas plus. Voilà. Et on a pu faire, c'est-à-dire les témoignages avec les témoins, c'est-à-dire l'association du Malk, qui est présidée par Dahoul Qablia. J'ai travaillé avec ces gens-là. Ils ont donné beaucoup sur ce film, pour ce film. L'archive, c'est-à-dire l'archive, c'est pour la télévision, de la télévision algérienne. C'est-à-dire c'est un peu... Bon, on va dire que c'était maigre, mais vous avez quand même pu construire... Mais il a fait c'est-à-dire 54 minutes. On a fait 50 quand même. Alors, un film documentaire sur un homme historique,
C'est une façon d'écrire l'histoire aussi. Bien sûr. Maintenant, on est là pour faire, c'est-à-dire la caméra, c'est pour conserver, c'est-à-dire la mémoire collective et la mémoire nationale. On est là. Ce film, c'est pour ce terme. Moi, j'ai fait ce film en 2012, c'est-à-dire ça fait quoi? C'est 11 ans. J'ai fait après ce film, Bantabal, c'est le même parcours. C'est deux, quand même, oui. C'est à peu près. Donc le problème dans ce genre de film, c'est quoi? C'est le traitement. Comment traiter ce film? Quel témoignage à avoir? Quelle archive à avoir? Il faut être prudent. Parce que c'est une personnalité qui est sensible et critique. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont peur de... On sent que ça vous a marqué, que vous avez été marqué par ces deux personnes. Oui, justement. Même Bossof, j'ai fait ça, c'est une biographie, elle reste à élargir les idées. Mais il faut aller vite. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Les témoins sont en train de partir et malheureusement... Ce film, ils ont disparu. Ahmed Brouane, ils n'ont plus maintenant. Rabbi Rahmou, Abadou aussi. C'est-à-dire, avec le temps, on perd les témoignages. C'est-à-dire, il faut automatiquement, forcément, il faut aller faire la fiction. La fiction, c'est l'imagination, c'est le virtuel. C'est pas comme un documentaire, c'est le témoignage, c'est la vérité. C'est-à-dire, on filme la vérité. Il n'y a pas de virtualité. Et c'est ça. Donc, le film de Bossof, plus ou moins, il a pu récupérer l'irrécupérable. Voilà. Parce que ça avait encore ces années, on a filmé, on a témoigné M. Ben Aouda. Maintenant, ils n'ont plus. Donc, c'est ça le problème d'un cinéaste. C'est surtout fait dans de recueillir d'abord. Documentaire, c'est un domaine très, très difficile. Alors, vous avez attisé notre curiosité. On va regarder juste un petit passage de votre film documentaire. Puis après, nous allons terminer un peu ce petit voyage pour essayer de connaître Abdelhafid Bossof. بهذه البلدة العتيقة بولاية ميلا وفي هذا البيت المتواضع الشامخ شموخ الجبال الرواسي شهد التاريخ ولادة الرمز عبد الحفيظ بوصوف المدعو سي مبروك. Les qualités de Simbrouk étaient extraordinaires. Il avait donc la clandestinité lui a appris également le sens du secret. Le secret est très important. La clandestinité lui a appris la séparation des services. Quand on a, c'est pas la peine d'aller dans un autre service quand on n'a rien à y faire. Vous voyez, les services même d'une même wilaya étaient séparés. Donc ça fait partie de la clandestinité. Et la troisième qualité de Simbrouk, c'était comme je l'avais dit, sa psychologie. Il connaissait les hommes. Il savait évaluer les hommes d'une façon sûre et certaine. Et c'est pour ça qu'il a placé les hommes là où il faut. إن العمل المخابراتي الذي كرسه عبد الحفيظ بوصوف وأنشأ له خلايا خاصة في الداخل والخارج وفي الوقت ذاته ربطه بمسألة الاستعلامات القائمة على الأجهزة اللاسلكية يعد عملا خارقا للعادة لأن عملية الربط بين هذين الفرعين تعد من الأعمال التي شجعتها كافة وزارات الدفاع في مختلف دول العالم. Voilà, donc nous étions avec ce film documentaire sur Abdelhafid Bossof, dit l'homme de la virgule, très pointilleux, mais aussi appelé Si Mabrouk, c'est son surnom de guerre, comme tous les Moujahid qui avaient pris un surnom pour ne pas se faire connaître, pour essayer de brouiller l'identité, parce que c'était déjà un premier acte pour se défendre dans les renseignements.
donner un surnom pour ne pas dévoiler son identité. Voilà, donc c'était déjà peut-être une des directives de Bossoff. À l'époque, on ne sait pas, mais en tout cas, ils avaient pris d'un commun accord tous des surnoms pour se faire appeler, afin de ne pas se faire identifier. Donc on arrive un peu au terme de notre émission, mais si on devait garder quelque chose et peut-être la laisser aux générations, parce que là aussi, nous sommes en train d'écrire un petit bout d'histoire et d'essayer de laisser quelque chose aux générations futures sur cet homme emblématique qui aura réussi à ne pas se faire connaître, à rester dans l'ombre, mais à être efficace pour son pays. Et ce que nous demandons, c'est que la télévision algérienne et nos chercheurs et nos écrivains, il faut qu'ils mettent leurs efforts, parce qu'un documentaire vaut plus que le livre. Le documentaire, il attire le spectateur. Et oui. Et là, c'est aux écrivains, malgré que c'est difficile. C'est difficile. Mais rien n'est facile. Bon, c'est difficile, comme j'ai vu le film. Il a fait des recherches de fourmis. De fourmis. On me dirait qu'il colle l'information à l'autre, parce qu'il n'avait pas d'information. Il fallait faire trop de recherches pour pouvoir arriver plus ou moins à un but. D'élever le voile sur cette personnalité. De vérifier tout ça. Et là, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu tard. Mais il vaut mieux tard que jamais. Mieux tard que jamais. Mieux tard que jamais, oui, c'est vrai. Mais avec notre potentiel, on devait avoir plus d'informations sur notre passé, sur notre révolution. Alhamdoulilah, Bazalou, des témoins comme vous, donc c'est pour ça que... On voudrait bien qu'il y ait plus d'informations, plus de précisions sur tout ce qui s'est passé en Algérie. Parce qu'en Algérie, ce qui s'est passé pendant les 7 ans et demi de guerre, c'est pas facile, même avant le déclenchement de la révolution. C'était vraiment un changement radical dans le monde. L'Algérie a changé, la révolution algérienne a changé le monde, non pas seulement l'Algérie. Le monde, l'Algérie, lorsqu'on vous dites que je suis algérien, vous croyez aux anges. Et là c'est un honneur pour l'Algérie. Alors, c'est Abdelhamid. L'occasion par cette émission pour transmettre un message à cette génération, pour leur dire que cet homme est parti de rien, et on voici les résultats. Oui. Donc, et cette génération dispose de beaucoup de moyens pour avancer et pour défier le monde. Donc, il n'y a pas de raison de trouver un justificatif quelconque. Monsieur Bossoff fait partie de rien. Rien. Je précise bien. Oui. Donc, il a fini par triompher. Ah ben, faisons-le. Oui. C'est tout. C'est une belle preuve d'abnégation et surtout de ténacité. Alors, moi je dirais, pour terminer, je reste toujours soldat. C'est comme Bossoff dans le champ patriotique. Et pour faire ces films toujours jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que pour moi, parce que c'est une passion parfaite pour moi. Et on commence toujours de rien et on arrive à faire des choses gigantesques. Alors, je vous demande une chose avant de terminer, c'est un mot, parce que un mot chacun sur Bossoff. Un mot. Pas une phrase, un mot. Sur Abdelhafid Bossoff, Si Mabrouk, l'homme de la virgule. Perspicace. Monsieur Abdelbaki Sallaï, en un mot. En 3 mots. C'est la boîte noire de la révolution. Là, c'est presque une phrase. Voilà. C'est Abdelmalek Boulemarqa. C'est un homme énigmatique. Très bien. Voilà, donc j'espère qu'avec ces 3 intervenants, nous aurons au moins levé un petit bout de voile sur l'énigmatique Abdelhafid Bossoff, d'ici Mabrouk, l'homme de la virgule, l'homme pointilleux, l'homme qui aura servi l'Algérie du début jusqu'à la fin. On le retrouve dans toutes les étapes de la révolution algérienne, que ce soit au déclenchement parmi les 22, dans les wilayas, au congrès de la Soumam, au sortir de la révolution en 62, il aura été
vraiment quelqu'un qui aura marqué l'histoire de la révolution algérienne. Bien, on a voulu lui rendre hommage à partir de Mila, où nous nous sommes rendus pour enregistrer cette émission réalisée par Sarah Ikhlef et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Je vais en profiter juste pour remercier tous ceux qui nous ont prêté aide et assistance pour réussir cette émission à partir du musée du Moudjahid de Mila, mais aussi tous les services, toutes les autorités locales qui nous ont facilité la tâche. Merci de nous avoir suivis en espérant vous avoir documenté un peu sur cet emblématique homme qui était Abdelhafid Boussouf. Merci et au revoir.